Bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans cette conférence de presse sur le rendu de notre grande enquête autour de l'inclusion. Enquête que nous avons menée auprès des enseignantes et des enseignants du premier degré et des AESH. Alors l'inclusion, pourquoi l'inclusion? Parce que c'est vraiment une question qui traverse l'école en ce moment. Parce que on a de plus en plus d'élèves en situation de handicap ou des élèves à besoins éducatifs particuliers qui sont inclus dans nos classes. Et on sait que c'est quelque chose aussi qui a des incidences sur le fonctionnement de l'école. Et on va voir à travers cette conférence de presse comment les enseignantes et les enseignants et les AESH perçoivent l'inclusion telle qu'elle est mise en œuvre par le gouvernement. Alors, une école émancipatrice pour toutes et tous, c'est bien l'enjeu moderne de l'école inclusive. Et 20 ans après la loi de 2005 sur l'inclusion scolaire, si justement l'inclusion scolaire est une réussite de façon quantitative, puisque nous scolarisons de plus en plus d'élèves en situation de handicap avec des notifications, cette inclusion scolaire, elle échoue à mener l'ensemble des élèves au même niveau d'acquisition. Privée de moyens suffisants, sa mise en œuvre constitue le principal sujet de tension pour les PE et les AESH dans nos écoles actuellement. Et au fil de cette dernière décennie, marquée par la présence toujours accrue des élèves dits à besoins éducatifs particuliers dans les classes ordinaires, jamais les pouvoirs publics n'ont manifesté une volonté politique à la hauteur de l'immense défi éducatif et humain qui est proposé par le principe de l'inclusion. Alors, avec la poursuite du démantèlement des RASED, mais aussi l'empilement de textes et de structures qui camouflent mal la stratégie de redéploiement des moyens, l'inclusion se fait sans encadrement humain suffisant et sans formation ni accompagnement des personnels. Depuis plusieurs années, il s'agit plus d'un empilement de dispositifs. On n'expérimente même plus les dispositifs. Ils se mettent en place, on les enlève, on en met d'autres en place. On généralise et puis on en change après. Et puis ça va avec le nombre d'acronymes qu'on a dans l'éducation nationale. Ainsi, je peux vous parler de PPRE, de PAI, de PAE, de PIAL, de PLAS. Et systématiquement, ces dispositifs sont arrêtés pour en mettre en place d'autres. On parlera tout à l'heure notamment des PASS. Alors tous les rapports, rapports de la Cour des comptes dernièrement, mais aussi les enquêtes qui ont été faites auprès d'enseignants par des chercheurs, je pense notamment à l'enquête faite l'année dernière à la commande de solidarité, de l'autonomie de solidarité, qui, avec Benjamin Moignard, qui a montré que la politique d'inclusion, elle a eu pour effet de dégrader les situations d'enseignement et les conditions de travail dans les classes, qui peut provoquer jusqu'à un mal-être, voire une souffrance des enfants et des personnels. Alors les alertes ont été nombreuses et constantes ces dernières années. Explosion des signalements dans les registres de santé et sécurité au travail, avec des témoignages accablants, notamment sur notre plateforme J'alerte, plateforme que nous avons mise en place l'année dernière, épuisement des équipes pédagogiques. Et face à tout ça, le ministère de l'Éducation nationale et l'administration restent sourdes et ne propose aucune solution qui ferait fonctionner l'école inclusive telle qu'on imaginerait la faire fonctionner. Alors, l'AFSUS NUIPP a choisi justement les 20 ans de la loi sur le handicap pour organiser cette grande consultation. Et vous remarquerez que l'État, le gouvernement, n'a pas spécialement fêté cet anniversaire cette année et n'a pas glorifié cette école inclusive aux yeux des 20 ans de la loi. Nous avons interrogé donc pendant un peu plus de 15 jours la profession pour qu'elle donne son avis sur la mise en œuvre de l'école inclusive dans les classes, pour avoir son avis sur qu'est-ce qui serait le mieux pour faire fonctionner l'école inclusive. De la même façon, au tout début de cette consultation, nous avons pris la tâche de la recherche, comme nous le faisons souvent au SNUIPP,
Et nous avons consulté des chercheurs sur cette question en organisant un webinaire qui est toujours visible sur notre chaîne YouTube, un webinaire sur l'inclusion avec Alexandre Ployer et Yves Reuter qui nous ont aussi donné leur avis sur cette question de l'inclusion. Alors, la FSU SNUIPP a choisi de donner massivement la parole au personnel, comme on l'a déjà fait à maintes reprises, pour porter la réalité du terrain. Cette grande consultation, comme vous pouvez le voir sur l'écran, l'inclusion oui mais pas comme ça, c'était vraiment le titre de la consultation, nous a montré qu'on a pu mobiliser de façon inédite la profession en recueillant nombre de témoignages. Cette consultation et ce rendu que nous faisons aujourd'hui donne à voir une école inclusive à bout de souffle, mais aussi des professionnels engagés malgré les difficultés, et difficultés qui réclament un changement radical de cap de la part du gouvernement. Alors la démarche, en quoi consistait cette démarche d'enquête sur l'inclusion? Elle consistait d'aller à la rencontre des personnels, soit en faisant sur le terrain dans les départements des tournées d'école, soit en questionnant lors de nos regroupements, les réunions d'info syndicales ou les stages dans les départements. Donc il suffisait d'aller consulter la profession. C'est ce qu'ont fait nos collègues dans les départements, en allant à leur rencontre ou en leur téléphonant, et en leur demandant de choisir 3 propositions parmi 7 que nous faisions pour améliorer l'école inclusive. Alors ce qui est important de dire aussi, c'est que ces 3 propositions ne devaient pas être hiérarchisées. Ils devaient choisir 3 propositions parmi les 7 sans les hiérarchiser pour autant. Alors, ce qui nous a permis d'arriver à un nombre important de collègues consultés, c'est le premier chiffre de cette consultation, 67 000, plus de 67 000, puisque si on veut aller dans le détail, 67 011 PE et AESH. Ont répondu à la consultation. Alors c'est un véritable succès pour la FSU SNUIPP, notamment en termes de répondants, parce que on renoue ici, syndicalement, avec les enquêtes de masse qui permettent à la profession de donner son avis sur des questions essentielles pour le métier. Dès l'origine du SNUIPP, nous étions déjà partis à la consultation en tout cas à la rencontre de la profession pour la consulter massivement. Alors le questionnaire, il invitait les personnels à exprimer leur niveau de satisfaction concernant les conditions de scolarisation des élèves et leurs conditions de travail, et d'énoncer leurs revendications prioritaires parmi 7 propositions. Les voici les 7 propositions, je vous les nomme. Alors, créer plus de postes de PE spécialisés, dégager du temps de concertation, développer les équipes pluriprofessionnelles, ouvrir davantage de places en établissements spécialisés, recruter des AESH formés avec un vrai statut, réduire les effectifs dans toutes les classes, ou bien encore renforcer la formation sur le temps de travail. Donc voilà les 7 propositions, et parmi les 7, il fallait en choisir 3. Alors, que nous dit la consultation? On les avait aussi interrogés d'abord sur l'aspect général de l'école inclusive et la façon dont l'école inclusive se passe de leur point de vue. Déjà, premier chiffre, 60% des personnels déclarent une dégradation des conditions de travail directement liée à l'inclusion sans moyens. C'est un chiffre qui est important, 60%, et qui fait écho avec ce qu'on avait mis en place l'année dernière à la même époque, et nous vous avions réunis pour en faire une conférence de presse, à travers la plateforme J'alerte, plateforme qui permettait aux enseignants d'alerter sur leurs conditions de travail. Ce n'était pas forcément lié directement à la question d'inclusion, mais les personnels sur cette plateforme pouvaient témoigner. Et les témoignages recueillis à l'époque traduisaient à la fois de la colère, mais aussi la volonté de trouver des solutions pour assurer la réussite de tous les élèves, et montraient d'ailleurs une profession qui ne baisse pas les bras. Et on le dit souvent, mais on le voit aussi dans cette consultation,
on a une profession qui tient l'école à bout de bras et qui ne laisse pas les choses se dégrader, mais qui fait des efforts considérables pour justement pouvoir accueillir et scolariser les élèves. Alors l'année dernière sur cette plateforme J'alerte, parmi les principaux sujets de tension qui affectaient leur quotidien, ceux qui étaient liés à l'inclusion des élèves à besoins éducatifs particuliers arrivaient largement en tête avec 71% des alertes. Donc on avait déjà une situation où on alertait sur les conditions d'inclusion. Et fort de cette campagne, nous avions alerté le ministère, nous avions contacté les différents ministères, puisque depuis, il y en a eu plusieurs à succéder sur cette question-là. Mais peu de choses ont pu bouger du fait de la non-volonté, on va dire, du gouvernement d'agir. Alors, que nous dit d'autre cette consultation? On retrouve la note qui est donnée par les personnels. Alors, on avait demandé dans l'enquête de noter, en fait, d'attribuer une note sur la qualité de scolarisation actuelle des élèves en situation de handicap. Et ils ont noté de façon assez sévère la note de 3 sur 10 pour donner une note moyenne. Donc les personnels attribuent à la qualité actuelle de la scolarisation la note de 3 sur 10. C'est vraiment une note qui n'est pas bonne et qui est un signal d'alerte parce qu'elle traduit une frustration forte des personnels, non pour eux-mêmes, mais pour les élèves qui ne reçoivent pas l'accueil qu'ils méritent. Et ça, c'est important de le dire parce qu'on a des personnels qui sont très concernés par la situation et qui disent que la situation et les conditions d'accueil et de scolarisation ne sont pas bonnes pour les élèves. En tout cas, ça montre aussi que dans ces écoles, dans les classes, il y a des situations avec des élèves qui explosent, des élèves qui peuvent avoir un comportement qui n'est pas maîtrisable par les PE et les AESH, et qui les mettent en danger, les élèves eux-mêmes et les autres élèves, et qui conduit justement à cette note. Et quand on a les collègues au téléphone, puisque lors de cette consultation, nous avons contacté aussi par téléphone les collègues, en plus de la rencontre des personnels sur place, quand on rencontre les collègues, quand on les a au téléphone, ils font part de la souffrance de certains élèves dans ces situations. Donc il y a aussi une prise en compte par les personnels des conditions de scolarisation des élèves et surtout de leur incapacité à faire face à ces situations. Donc on a des conditions de scolarisation qui ne permettent pas toujours à l'enfant d'être dans une situation d'apprentissage, ni même parfois d'être dans un contexte, dans un accueil sécurisant pour lui-même et pour les autres. Avec notamment le manque d'adultes, puisqu'on parlera tout à l'heure de la solitude de l'enseignant, mais il y a aussi ce manque d'adultes face à ces situations. Alors, venons-en maintenant aux propositions qui sont faites par les personnels. Trois propositions arrivent en tête avec des pourcentages assez importants. Et donc, la première qui arrive en tête, c'est effectivement ouvrir davantage de places en établissements spécialisés à 69,6%. Donc, on a là aussi un chiffre qui est très important et qui fait écho à la situation qui est vécue dans les classes, des situations individuelles parfois très difficiles dans les classes qui amènent 70% des répondants à en faire une priorité. C'est aussi parce que dans beaucoup de classes, les collègues scolarisent des enfants qui devraient être dans des établissements spécialisés, qui ont une notification pour être en ESMS, mais qui n'en ont pas la place. Et il faut rappeler, un chiffre que Elisabeth Borne avait rappelé il y a très peu de temps, qu'en 2024, 24 000 enfants qui devraient être scolarisés en IME ou en ITEP se sont retrouvés en classe ordinaire, faute de place. Donc ce qui est important, ce qui montre le manque de place en établissement spécialisé. Et sans accompagnement ni moyens adaptés pour compenser ce manque, les familles, les enseignantes et les enseignants et les AESH se retrouvent souvent très démunis dans cette situation. L'école a un devoir de scolarisation, c'est un droit pour tous les élèves, donc on accueille les élèves, on les scolarise, mais ils n'ont pas le cadre qu'ils devraient avoir
parce qu'ils ont une notification pour être dans ces établissements-là, et on a des témoignages sur la souffrance que ça représente pour les élèves, et parfois la maltraitance. Les personnels nous disent que pour tel ou tel élève, ils sont en incapacité de pouvoir assurer leur scolarisation parce qu'ils devraient être dans un établissement spécialisé. Alors l'ouverture de places dans les établissements spécialisés, ce n'est pas une remise en cause de l'inclusion, bien au contraire pour les enseignants, mais c'est une condition de sa réussite, et c'est souvent ce que nous disent les collègues. Il faut pouvoir scolariser ces enfants-là qui ont besoin de moins d'élèves par classe, d'un tout petit groupe d'élèves, de plusieurs adultes, et surtout des adultes spécialisés, des adultes qui peuvent répondre aux besoins des élèves. Alors la deuxième proposition qui arrive aussi en tête, c'est la question des AESH. Donc à 65,4%, les répondants nous disent qu'il faut recruter des AESH formés et avec un vrai statut. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important, mais qui montre, et qui ne nous a pas étonnés, qui montre l'importance de ce métier dans l'école. On a besoin des AESH. On sait que c'est nécessaire pour les élèves, c'est nécessaire pour la classe, et c'est nécessaire aussi pour les enseignants. Et plus de 65% donc plébiscitent le recrutement d'AESH et la reconnaissance de leur métier. Cette reconnaissance, elle est importante parce qu'on voit qu'il y a une urgence de reconnaître pleinement le métier d'AESH. C'est un maillon essentiel de l'école inclusive aujourd'hui. Les AESH doivent sortir de la précarité. Ça aussi, c'est quelque chose qui est dit. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a beaucoup d'AESH qui abandonnent le métier parce qu'elles sont dans une situation très précaire. C'est un métier très féminisé et précarisé. Et pour la FSUS-NUPP, ça doit passer par la création d'un véritable corps de la fonction publique qui inclut une formation professionnelle reconnue, une rémunération décente et des perspectives de carrière pour pouvoir faire carrière dans un véritable statut et d'avoir des perspectives sur le métier, ce qu'elles n'ont pas forcément. On sait que même si on a 132 000 AESH actuellement en poste, leur nombre demeure largement insuffisant pour répondre aux notifications qui sont émises par les MDPH, et on n'a pas suffisamment d'AESH et on a des élèves qui sont sans accompagnement. Là aussi, c'est pas soutenable pour les personnels, et c'est pour ça qu'ils le disent dans ce deuxième choix de proposition. Ils le mettent en haut de la liste, on va dire, dans ce qu'il faudrait améliorer. Enfin, la troisième solution, la troisième proposition qui est importante et qui rejoint un certain nombre de choses que l'on dit depuis un certain temps pour nos élèves, c'est la question de la réduction des effectifs dans toutes les classes. Une majorité des répondants, à 53,5%, disent que cette mesure doit être dans les priorités parce qu'on sait que les effectifs de classe constituent un levier important pour l'inclusion des plus fragiles, mais aussi qui demande une attention particulière de la part des équipes éducatives. On sait aussi que quand on a moins d'élèves par classe, c'est plus facile de faire rentrer tous les élèves dans les apprentissages. C'est plus facile d'être attentif à tous les élèves que lorsque l'on a 25 voire 30 élèves par classe. On rappelle aussi et on le dit très régulièrement, on a des effectifs moyens qui restent bien supérieurs aux standards de nos voisins européens. Et quand on fait le bilan de la carte scolaire qui vient de se terminer, on se rend compte qu'on a plus de 5000 fermetures de classe actuellement, 5075 fermetures de classe qui ont été actées sur l'ensemble du territoire, et qu'on s'inquiète de façon assez légitime d'une orientation politique et budgétaire qui ne va pas dans le sens d'une école plus qualitative. Cette carte scolaire, actuellement, elle est très inquiétante aussi pour ça, parce qu'on voit bien qu'on aurait pu bénéficier de la baisse démographique pour baisser le nombre d'élèves par classe dans toutes les classes, et ce n'est pas ce qui est choisi, puisqu'on continue de fermer des classes. Pour la FSUS-NUPP, il faut vraiment changer de paradigme et penser l'école avec radicalement moins d'élèves par classe, c'est-à-dire qu'il faut sortir de cette idée où on pouvait avoir jusqu'à 29-30 élèves par classe et qu'on pouvait faire son métier correctement. Non, ce n'est plus possible. Il faut envisager de passer à 20 élèves par classe, et bien évidemment, la baisse démographique peut nous y aider.
C'est d'ailleurs ce que nous avions porté auprès des députés en ce début d'année, en ce début d'année scolaire 2024, où on l'a alerté sur le nombre d'élèves par classe et on demandait un changement radical. La réduction des effectifs, c'est ni un luxe ni une demande corporatiste, c'est bien la nécessité pédagogique et humaine pour mettre en pratique des conditions d'apprentissage plus favorables pour tous et tous. Alors bien évidemment, quand on parle de baisse des effectifs, on parle aussi de climat de la classe. Le climat il sera plus serein, moins on a d'élèves par classe. Et bien évidemment, dans des questions d'inclusion, elle sera facilitée pour les élèves en situation de handicap ou à besoin éducatif particulier, parce qu'on pourra se focaliser plus facilement sur les élèves avec moins d'élèves par classe. Je rappelle aussi, et c'est toujours important de le rappeler, que la moyenne d'élèves par classe en France, elle est de 22 si on compte les dédoublements en éducation prioritaire, mais dès qu'on sort de l'éducation prioritaire, on est plutôt à 23, voire au-delà de 23 en maternelle, alors qu'elle est à 19 dans les pays de l'Union européenne. Et si je donne quelques exemples, elle est de 16 au Luxembourg, ou bien de 17 en Grèce ou en Lettonie. Donc on voit bien que dans certains pays, on peut faire mieux sur ces questions-là. Et donc effectivement, on pourrait baisser le nombre d'élèves par classe pour améliorer les conditions d'inclusion. C'est ce que nous disent nos collègues ici. Donc c'est aussi un levier important et le ministère doit pouvoir s'en saisir. Alors, dans les autres éléments de l'enquête qui arrivent après, donc au-delà, en dessous de 50%, mais on n'en est pas très loin quand même, parce qu'à 49%, on nous dit la proposition de créer plus de postes d'enseignants spécialisés, de réseaux d'aide ou du LIST. Ça, c'est important parce qu'on voit bien que la nécessité d'avoir des personnels formés, des personnels spécialisés formés et présents dans les classes. Il faut aussi se dire que depuis un certain temps, on a eu une suppression des postes en réseau d'aide et qu'on n'a plus tellement l'occasion pour certains collègues de les voir, ces collègues spécialisés, parce qu'ils sont très occupés à certains endroits et donc ça manque dans nos classes. Pour la FSU SNUIPP, c'est une augmentation significative d'enseignants spécialisés qu'il faudrait avoir dans nos écoles et reconstruire des RASET complets partout sur le territoire. Leur rôle, il est déterminant, ces enseignants spécialisés jouent un rôle déterminant, notamment dans la prévention des difficultés scolaires et dans le soutien aux élèves à besoins éducatifs particuliers. Et depuis un certain temps déjà, nous demandons des recrutements massifs pour répondre à cette demande croissante, ainsi que des départs en formation, parce que ces personnels spécialisés ont une certification. Ils partent en formation, ils ont une certification qui leur permet d'intervenir auprès de certains élèves. Mais au lieu de ça, on a fait d'autres choix et le gouvernement a fait d'autres choix. Alors, on peut regarder aussi les autres items qui apparaissent, mais qui sont moins importants. Alors, on peut avoir des explications quand on voit que seulement 26% des répondants proposent de développer les équipes pluriprofessionnelles. Alors, on peut imaginer que s'il n'y a que 26% des répondants, c'est aussi que cette notion d'équipe pluriprofessionnelle, elle n'est pas bien envisagée par les collègues parce que justement, je parlais de solitude tout à l'heure, solitude de l'enseignant dans la classe. On n'a pas cette occasion d'avoir un enseignant supplémentaire ou un enseignant supplémentaire spécialisé, comme ça peut être le cas en Italie, où lorsqu'un élève en situation de handicap est dans une classe, on y met un moyen supplémentaire, mais un enseignant spécialisé, ce qui fait que dans la classe, il y a un enseignant normal et un enseignant spécialisé. C'est un peu l'idée des équipes pluriprofessionnelles, mais c'est aussi l'idée d'avoir d'autres regards sur les enfants, parce que c'est important de voir l'enfant sous des regards différents. Je pense notamment aux infirmières scolaires qu'on n'a pas suffisamment dans nos écoles, mais aussi les assistantes sociales qui ne sont pas suffisamment là, mais aussi les psychologues de l'éducation nationale qui ont tellement de dossiers à gérer qu'elles n'arrivent pas à venir partout dans toutes les écoles. Donc on a besoin de ces personnels-là pour développer des équipes pluriprofessionnelles, ce qui permet de répondre à différentes situations d'élèves. Ensuite, la notion de formation sur le temps de travail et la notion de dégager du temps de concertation, ça n'apparaît pas non plus dans les
les propositions, en tout cas majoritaires dans ce qui est donné là, très certainement aussi parce que actuellement la formation elle est assez exsangue par le ministère et surtout elle est très descendante et on n'a pas une formation qui nous permet de faire correctement notre métier. Et puis on pense aussi que si les gens n'ont pas répondu à ça, c'est que pour eux il y a des urgences et vraiment l'urgence c'est les 3 propositions qui sont de baisser le nombre d'élèves par classe, créer plus de places et un vrai statut pour les AESH, créer plus de postes d'AESH, et puis bien évidemment créer des postes en établissement médico-social. Alors au lieu de tout ça et au lieu de faire toutes ces propositions, pourquoi aussi ça manque, l'inclusion manque de souffle, c'est que le gouvernement n'y met pas les moyens ou met d'autres moyens qui ne permettent pas forcément d'agir sur la question de l'inclusion et en tout cas qui ne permettent pas de créer des conditions de l'inclusion scolaire correctes pour les élèves et pour les personnels. Je vais parler, mais on aura l'occasion aussi dans les questions peut-être tout à l'heure d'en reparler. Mais notamment la mise en place des pôles d'appui à la scolarité, qui sont des choses nouvelles, mais quand on voit que ça se multiplie dans les départements, et notamment à partir de la rentrée prochaine, alors qu'on n'en a pas fait le bilan de l'expérimentation, là encore, on a un dispositif qui va se mettre en place et qui va se mettre en place sans forcément avoir de bilan satisfaisant. On voit bien que dans les départements, la mise en place de ces passes, je pense notamment au département de l'Aisne ou encore de l'Eure-et-Loir, ça ne se fait pas correctement. Dans l'Aisne, on n'arrive pas à mettre en place ce pôle d'appui à la scolarité partout parce qu'on sait qu'on a aussi dans ce département un désert médical qui fait qu'on n'arrive pas à recruter par exemple des éducateurs. Et donc la liaison qui consiste à mettre en phase des enseignants et des personnels de l'ARS notamment, enfin du ministère de la Santé, n'arrive pas à se faire parce qu'il y a des particularités propres à ces 2 ministères. Donc on voit bien que ce qui se met en place actuellement ne répond pas à la question que les enseignants se posent et à laquelle ils sont confrontés. Alors, en conclusion, ce que l'on peut dire sur cette grande consultation et ce que nous disent les enseignants, c'est que 20 ans après le vote de la loi, l'inclusion a besoin d'une ambition nouvelle. Et si massivement les professeurs des écoles et les AESH ont répondu à cette grande enquête, c'est aussi parce qu'ils ont besoin, ils ont envie que ça bouge et que ça change. Il ne faut pas, c'est pas en superposant les dispositifs que l'on va mettre en place une inclusion avec suffisamment de moyens, une inclusion réussie dans toutes les classes. Les personnels se sont exprimés, ils veulent une école inclusive qui soit une promesse tenue, qui ne soit pas une vitrine politique. L'exécutif ne peut plus se contenter de déclarations d'intention. Il doit entendre cette parole massive des personnels et y répondre par des engagements clairs et chiffrés. Il faut pouvoir changer l'école et se mettre tous autour de la table. Il faut une volonté radicale de changer les choses pour les élèves, pour les personnels. Et c'est pour ça que la FSUS l'UPP demande au gouvernement de mettre en place des états généraux de l'inclusion scolaire. Alors ces états généraux, ils doivent permettre à l'État de prendre ses responsabilités, c'est bien à l'État de les mettre en place et de mettre autour de la table les organisations syndicales, mais aussi les associations de parents d'élèves, les élus, les députés, les sénateurs, pour pouvoir avoir un regard sur cette inclusion et sur ce qui doit changer pour l'école, parce qu'on pense que c'est là aussi que ça doit pouvoir changer. Dans cette initiative que nous avons faite à travers cette enquête, nous voulons aussi parler aux politiques, aux députés et aux sénateurs et aux sénatrices. C'est pour ça que dans quelques semaines, nous irons aussi à la rencontre des députés et des sénateurs pour leur rendre compte de cette enquête, pour leur dire où en est le terrain par rapport à ça et qu'on puisse porter nos exigences. On rencontrera aussi les associations de parents d'élèves pour aussi leur rendre compte de cette grande enquête sur l'inclusion et en tout cas porter ce que nous on porte sur l'inclusion. Ce qui est important ici dans cette grande enquête et dans ces 67 000 réponses finalement, c'est
Enfin, on peut tenir compte de ce que dit le terrain. La profession a parlé. Ils ont besoin de moyens pour l'inclusion. Ils ont des choses à dire sur l'inclusion. Maintenant, il est temps, il est urgent même, que le gouvernement en prenne compte et tienne compte de ce que la profession peut dire. C'est dans ce sens que nous proposons et nous demandons au ministère de mettre en place des états généraux de l'inclusion scolaire. Parce qu'il nous faut une vraie ambition pour l'école, parce qu'il nous faut une vraie ambition pour l'école inclusive, et que c'est par des moyens mis en œuvre dans l'école que nous arriverons à cet objectif qui est l'inclusion scolaire. Voilà, pour cette introduction à cette conférence de presse. Je vous remercie de votre attention et on va peut-être pouvoir passer aux questions à la fois dans la salle et dans la salle Zoom. Nolwenn, je te laisse la main pour poser les questions.